Bonjour à tous et à toutes. Vous voyez, j'ai déjà changé le point d'interrogation en point d'exclamation. Je pense que c'est par là qu'il faut passer, effectivement. C'est par là qu'on veut passer, qu'on doit passer. La consommation étant tellement importante, et la production également, pour l'impact sur la planète, ça doit être aussi la source d'une solution. Et quand je parle en fait de consommation, je parle de toute la chaîne, c'est-à-dire du début, fabricant, à la fin, les consommateurs. Comme l'individu est bien seul et petit, lorsqu'il est justement tout seul dans son coin, je suis convaincue que le politique doit avoir un rôle fort, autant dans la dimension économique que dans la dimension d'information, que aussi dans la possibilité finalement de nous aider à changer ce système de valeurs qu'on doit changer. Si j'ai, durant toute ma présentation, dit consommation durable, c'est parce que, pour moi, si elle est responsable, c'est qu'elle doit être durable, donc j'ai dorénavant adopté ce terme. Un mot sur la FRC pour les personnes qui ne la connaîtraient pas. La plus ancienne association de défense des consommateurs de Suisse, et malgré aussi le fait que c'est la plus grande en termes d'activité, elle est clairement beaucoup trop petite face à l'ampleur de la tâche. Les 3 missions phares sont aider le consommateur avec des conseils juridiques individualisés, informer de manière indépendante, c'est ça la principale fonction aussi et mission, et défendre les consommateurs auprès des acteurs politiques et économiques. C'est un peu embêtant ce petit bruit, mais si ça ne vous dérange pas, je vais continuer comme ça parce que je ne vois pas sinon. Dans les années 70-80, les consommateurs commencent à s'interroger sur la dimension environnementale et sociétale de la consommation. La FRC se fait alors l'écho de combats comme le phosphate dans la lessive, elle fait boycotter les bombes aérosols, dangereuses pour la qualité de l'air, elle met sur pied une commission anti-gaspillage. L'agriculture, durant cette période aussi, devient intensive, la production tourne à plein régime, et c'est aussi, et ce n'est pas un hasard d'ailleurs, cette période aussi qui voit la naissance du Parti des Verts. Les objectifs SDGs, développement durable, rappellent que la consommation durable ne se résume pas à une faible empreinte environnementale et encore moins à de faibles émissions de CO2, mais que le volet social ne doit être occulté. Les chiffres sont de 2011. Je pense qu'aujourd'hui, si on avait des chiffres qui ne prenaient pas seulement en compte les gaz à effet de serre, mais justement un monitoring comme celui de 2011, on aurait vraisemblablement sous autre bien un peu plus d'impact environnemental parce que la consommation en biens électroniques a augmenté. Ce n'est pas un hasard si l'empreinte alimentaire que vous voyez dans l'encadré, qu'on retrouve par exemple dans le magazine de la FRC, donnait quelques éco-gestes. Cette empreinte alimentaire, on l'a prise comme un des axes importants dans les conseils qu'on peut donner, parce qu'effectivement l'alimentation c'est très important. Ici, on a aussi une série de défis proposés par Carbone 4, le cabinet de conseil, qui estime à peu près 20% de diminution des émissions de gaz à effet de serre par des comportements individuels et par des changements même plus ambitieux sur le logement, sur le mode de transport, etc. Donc sans arrêter ces éco-gestes, on se rend vite compte que ce n'est pas assez et que d'ailleurs le bilan carbone ne suffit pas à prendre comme seule chose à prendre en considération. C'est important d'aller plus loin et de manière franche. D'où le nœud de la présentation, la question des principes d'une économie durable. Tous les acteurs du marché doivent prendre leurs responsabilités, mais surtout utiliser leur marge de manœuvre
pour permettre de produire et de consommer moins, mais mieux. Il y a des prérequis à l'influence, au pouvoir d'agir des consommateurs. C'est clairement l'information et l'offre durable. Offre durable qu'on peut aussi associer à mise en valeur de cette offre durable via le marketing, comme on le verra après. Exemple d'information, on a passé des œufs en batterie à des œufs élevés en plein air, car les premiers ont été interdits en Suisse, et on a dû déclarer, il y avait une déclaration obligatoire sur ceux qui étaient importés. Les consommateurs se sont détournés des œufs en batterie et la grande distribution a développé une filière autre. Et là, on voit qu'effectivement, l'information, mais surtout le rôle de l'État, l'interdiction et l'obligation de déclarer, que cette information a imposé justement un changement de pratique en obligeant cette déclaration. Un autre exemple concernant l'offre, cette fois-ci, la FRC a enquêté sur 2 ans sur le marketing des fraises espagnoles en février, janvier, à la Migros, à la Coop, dans la grande distribution, et a mis en avant justement les ficelles qui étaient utilisées. Et on a voulu tordre le cou à l'adage trop souvent servi dans toutes les discussions avec la grande distribution, qui est que ce sont les consommateurs qui veulent ceci. Non, en fait, pas que. L'adage, l'influence de la demande sur l'offre peut aussi être revue et doit aussi, parce que l'offre influence énormément la demande, surtout si elle est mise en avant d'une certaine manière. Là, on va retrouver clairement la stratégie d'une entreprise et sa responsabilité. On a 5 axes dans la vision économie durable de la FRC que je vais développer ici pour vous montrer les éléments les plus importants dans cette consommation durable et dans le pouvoir du consommateur et aussi dans celui de l'État. Le premier, ce sont des biens et services développés selon les principes de l'économie circulaire, avec donc en objectif l'amélioration de l'offre. Le deuxième, des alternatives, justement, et des prescriptions, des réglementations qui sont des outils à utiliser au bon moment. Ensuite, l'amélioration de l'information au consommateur, afin de lui permettre de jouer un rôle plus important aussi. Des prix justes qui prennent en compte l'impact, comme l'a dit juste avant moi M. Nippel, et finalement, viser le moins et le mieux, viser le R, je reviendrai de toute façon aussi là-dessus. Donc en 2021, on n'est plus sur des combats comme on était dans les années 80, interdire le phosphate, interdire telle et telle chose. On est dans un combat plus général sur la question de la transition écologique de l'économie. Cette transition doit être décidée comme un projet de société. Elle ne peut être portée par des individus seuls, et le collectif et le politique ont un rôle essentiel. L'économie circulaire comme guide, je vais prendre l'exemple juste de l'obsolescence programmée, de la réparabilité. C'est vrai que l'offre en produits durables dans ce domaine électronique est clairement encore trop basse, trop petite. On a peu d'informations sur la durée de vie des produits. On reparlera peut-être de l'indice de réparabilité juste après. On a besoin également d'un encadrement légal pour que les fabricants prennent en compte la durée de vie, les conditions de production de leurs produits, avec le droit de garantie, les prescriptions techniques, et puis favoriser la réutilisation. Comme deuxième axe, l'action étatique, même si elle se retrouve partout, on peut la développer comme cet axe-là en particulier, dans des soutiens aux startups, à la recherche, à la formation, dans des soutiens à l'économie de fonctionnalité. Finalement, pourquoi on aide des bibliothèques et pourquoi on n'aurait pas aussi de livres et pourquoi on n'aurait pas des bibliothèques d'objets.
Encourager également clairement et orienter et dissuader, là on peut parler aussi des taxes, pour avoir le prix juste, et puis interdire aussi pour améliorer la chaîne d'approvisionnement et de production, ou mettre simplement un autre cadre. On a des exemples où ça a fonctionné, on a eu une diminution des phytosanitaires, on a eu un développement du recyclage, on a eu une disparition des sacs plastiques dans la grande distribution, soit des démarches de branche, soit des démarches de branche sous pression politique, soit justement des décisions politiques. Mais il y a encore beaucoup à faire. On pourrait parler effectivement des standards, de modes de production et différentes choses qui n'ont pas encore passé. Et c'est vrai que toute la discussion obsolescence programmée, réparabilité, hélas, tous les objets ont été classés parce qu'ils n'ont pas encore été traités au Parlement, ils ont été classés après 2 ans et on doit un peu tous les redéposer maintenant. Ce qu'on est en train de faire, ce qui ne veut pas dire pour autant que ça va passer non plus. Moi, j'ai essayé avec la motion indice réparabilité, c'est vraiment de l'information pure pour savoir si un objet, au moment de l'achat, savoir si un objet sera réparable ou pas. C'est quelque chose qui a été introduit en France et ce n'est pas quelque chose que le Conseil fédéral souhaite introduire en Suisse, suivant sa réponse à ma motion. Voilà. L'axe 3, c'est l'axe le plus important pour l'action de la FRC, c'est améliorer l'information. Plus vous laissez les personnes dans le flou, soit parce qu'il n'y a pas une bonne traçabilité, plus il y a une asymétrie et moins on arrivera à attendre aussi des changements de comportement. Du côté du consommateur, si vous achetez un vêtement dont le coton provient d'Inde, c'est fort probable que celui-ci ait subi un traitement au paraquat qui est interdit en Europe. Même constat si l'huile de palme qui entre dans la composition des produits ménagers vient de Malaisie, par exemple, ou d'Indonésie. Mais c'est impossible pour les consommateurs de savoir au moment justement de l'achat parce qu'il n'y aura pas de déclaration des modes de production, il n'y aura pas d'indication. Donc, c'est assez compliqué, disons, d'orienter ces achats dans certains secteurs de consommation. C'est plus facile dans d'autres. Mais là, ceux que j'ai nommés, il y a clairement un manque de traçabilité et de diligence sur toute la chaîne de production. Parce que finalement, pour améliorer l'information, on a besoin de beaucoup de choses. J'ai cité quelques exemples. Un écolabel pertinent et harmonisé pour qu'on s'y retrouve. Aussi dans le marché européen pour qu'on s'y retrouve. Une déclaration obligatoire de la composition de certains produits, notamment les produits ménagers, ou bien également les modes de production et la provenance, évidemment. Un indice de réparabilité, ce serait aussi une aide pour pousser cette économie de fonctionnalité, ou en tout cas pour éviter le tout jetable. Un cadre aux allégations environnementales qui permettent le greenwashing à tout va. Il n'y a pas de définition de naturel, il n'y a pas de définition de durable, il n'y a pas de définition de tout ça. Donc tout le monde peut l'utiliser de la manière dont il l'entend. Voilà des exemples de combats que la FRC a menés sur des thématiques, puisqu'on mise beaucoup sur l'information, mais c'est vrai qu'il y a à faire. Quand la provenance, c'est toujours écrit hémisphère sud sur certains produits, ça aide quand même pas beaucoup. Il faut vraiment avancer là. Des campagnes, conseils anti-gaspillage, enquête sur la saisonnalité, une application pour savoir quelles sont les substances indésirables dans les cosmétiques et comment pouvoir choisir un autre produit que celui que vous venez de scanner en rayon. Et puis prochainement, on va aussi travailler sur le greenwashing parce que justement, puisqu'il y a un besoin et qu'il y a aussi une demande, il y a également un marketing qui se développe. Et c'est bien quand il se développe et que l'offre suit, c'est moins bien quand il se développe et que l'offre ne suit pas. Des prix justes, axe 4, pour jouer sur les prix afin d'imposer justement l'offre durable.
prendre en compte les externalités environnementales et sociales, encadrer les plateformes de vente en ligne. On a un no man's land des plateformes low cost, Alibaba, Wish et Tutti Quanti, qui sont des concurrents très déloyaux des efforts qu'on pourrait faire sinon sur notre marché. Et là, il y a vraiment un travail à faire aussi politique, mais c'est au niveau international et c'est assez compliqué à mettre en œuvre. C'est indispensable. Et puis également jouer sur les accords de libre-échange, les droits de douane. Il y a matière à faire quelque chose aussi au niveau politique en utilisant ces outils-là. Et le dernier axe, viser le moins, mais le mieux. Depuis l'après-guerre, notre société est une société consumériste. Le modèle économique est basé sur la production, sur la surproduction et sur la surconsommation. Et plutôt que de pousser à avoir envie de plus ou à acheter plus, on doit mettre notre créativité marketing aussi pour développer un marché de la réparabilité, de la réutilisation, pour développer une forme de simplicité, y prendre goût, le cultiver. Et ça, c'est vraiment quelque chose où la créativité marketing pourra nous être très utile. L'économie de fonctionnalité peut aussi remplacer en partie celle de possession. Le R du recyclage est complété ainsi par le R de réparer, réutiliser. Avec un choix des consommateurs, un changement aussi de valeur, un accès à l'information, bien sûr, à la bonne information, des incitatifs économiques, un marché à développer, et puis une faisabilité de la part des fabricants, par exemple éco-conception comme mot-clé. Voilà, donc le pouvoir du consommateur, choisir avec son porte-monnaie, utiliser la démocratie directe, élire des gens qui vont pouvoir aller vers ce changement ou encore participer à élargir cette communauté de consommateurs avertis. Je pense que c'est vraiment le pouvoir que peut avoir le consommateur. Je retrouve, voilà, tac. Comme le volume est très important, la masse critique, la base, vraiment, on a besoin d'un effort qui soit collectif. Et un effort qui est collectif, c'est aussi un effort qui est poussé par le cadre politique. Et on a également besoin de sentir qu'autour de nous, d'autres personnes participent à ce mouvement pour ne pas se démotiver, mais justement poursuivre également dans des changements de comportement, dans des éco-gestes, dans des bons gestes. Si la masse critique grandit, c'est d'autant plus facile de garder une motivation et de faire avancer cette transition nécessaire. Et puis comme deuxième point, je pense aussi l'impact. Lorsqu'on voit que ça a un impact, c'est beaucoup plus encourageant que si on ne se rend pas compte en fait de l'impact que ça peut avoir. Voilà, ça c'est le résumé. J'ai déjà tout dit, donc je laisse tel quel pour rappeler autant le rôle de la production et de la consommation que le rôle aussi des standards de qualité, du politique justement aussi, et puis également de l'économie des fabricants, avec un autre modèle d'affaires, avec une disponibilité, une abordabilité de cette offre durable et une manière aussi de la rendre visible, et puis finalement consommer moins mais mieux, avec aussi une information claire et transparente. Je vous remercie de votre attention.